Bonjour, bienvenue à Oumuhandou qui est l'héritage des expériences millénaires dont on doit prendre connaissance pour pouvoir résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de Oumniobé qui est donc un très grand personnage de l'histoire du Cameroun, Oumniobé et ses compagnons. Et nous sommes aujourd'hui en train de... Nous allons donc discuter aujourd'hui avec l'auteur Ahanda Mbok qui a écrit un ouvrage sur Oumniobé. L'ouvrage est intitulé Oumniobé ou l'invention de la nation camerounaise. Alors, bonjour Ahanda Mbok. Bonjour Jean-Baptiste Manga et merci pour ton invitation. Oui, en tout cas, très enchanté d'avoir pu parcourir le livre en question. Et donc, Ahanda Mbok, il est cofondateur donc à Montréal de la maison d'édition et librairie KiKat, qui est spécialisée dans les ouvrages sur la Renaissance africaine. Et KiKat veut dire donc le maître du savoir, plus précisément un savoir conservé et diffusé à travers le livre, symboliquement, ou tout autre type de support. Et donc, avant qu'on puisse vraiment découvrir l'histoire de ce grand homme, pouvez-vous nous expliquer, nous dire comment est-ce que vous êtes arrivé à vous intéresser à ce personnage? Mais je dois quand même rappeler que vous êtes originaire du Cameroun, donc c'est bien normal que vous puissiez vous y intéresser, mais vous avez quand même consacré beaucoup de temps de recherche sur ce personnage. Comment êtes-vous arrivé, donc à écrire son histoire? Donc oui, merci une fois de plus pour cette opportunité et bonjour à nos auditeurs. Oui, qu'est-ce qui m'a motivé à écrire ce livre? Qu'est-ce qui m'a motivé à m'intéresser à Ruben Oumniobé? Donc aussi surprenant que cela puisse paraître, en fait, l'idée d'écrire ce livre est née au début des années 2010. Et un concours de circonstances donc, aura sans cesse repoussé sa sortie. Et avec le recul, en fait, on constate que c'est la meilleure chose qui soit arrivée à ce livre, parce que cela a permis d'une part de prendre du recul, en fait, sur certains aspects de la vie et de l'œuvre de Oumniobé, et surtout de pouvoir les mettre en perspective de la meilleure manière qu'il soit. Et voilà, et bon, l'intégrer non seulement dans l'histoire du territoire qui sera appelé Cameroun et plus généralement dans l'histoire de l'Afrique et des Africains. Mais bien avant ça, en fait, du milieu des années 2000, je dirais 2005, en fait, c'est à travers les écrits de Mongo Betty qu'on connaît très bien, en fait, à travers l'ouvrage Même bas sur le Cameroun, en fait, par hasard, hein, tout à fait par hasard, que nous sommes tombés sur Ruben Oumniobé, en fait, qui s'invitait dans notre adolescence par effraction, disons, en maquisard. Et en fait, dès les premières lectures, on découvre que Oumniobé et ses compagnons sont justement loin d'être les rebelles, les coupeurs de route ou brigands de notre enfance. Et à ce moment-là, j'ai voulu en savoir plus. Et voilà, les livres et aussi les écrits d'Achille Doumbé, en fait, qui a fait une compilation des discours et des écrits d'Oumniobé, ont été l'étape suivante et ont définitivement jeté les bases de ce projet. Et l'un dans l'autre, en fait, j'ai souhaité d'abord écrire un livre sur les fondements de la nation camerounaise dans le cadre général de la nation africaine. Donc, à travers ce concours de circonstances, donc lié justement à, disons, à la vie d'étudiant, puis à la vie professionnelle, en fait, j'ai pensé qu'il était judicieux, en fait, de commencer par le commencement.
et de d'abord rendre hommage à celles et à ceux qui ont tout donné pour que nous soyons là aujourd'hui. Et celles et ceux qui ont tout donné pour que nous envisagions la possibilité d'une nation dont la raison d'être serait la quête permanente du bien-être pour tous. Et dans le cas du territoire qui sera appelé Cameroun, Ruben Umniobe apparaît comme le personnage central aux origines de la nation. Et voilà, donc on parlera sans doute du livre un peu plus tard, mais c'est globalement les raisons qui m'ont qui m'ont amené à écrire ce livre. Très bien, parfait. Alors, vous avez justement aussi bien dit que Umniobe est le personnage central, donc dans l'invention du Cameroun. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Umniobe, en quoi est-il central? Que représente-t-il pour le Cameroun pour qu'on puisse bien comprendre le personnage et sa dimension dans l'histoire de ce pays? Voilà, disons oui. Effectivement, merci pour la question. Déjà d'emblée, il faudrait dire que le livre, en fait, va bien au-delà d'un simple récit historique et d'un enchaînement mécanique des événements. Donc, il nous dit, en fait, il répond à la question posée, qui était Umniobe, que voulait-il et pourquoi, et surtout, que reste-t-il de ces années où, pour la première fois depuis plusieurs siècles, en fait, les populations de ce coin de terre entrevoyaient de vivre ensemble en fixant elles-mêmes les règles du jeu. Umniobe est important dans l'histoire du Cameroun parce que pour la première fois, lui et ses compagnons et le parti politique dont il était le secrétaire général ont pu concevoir un projet qui visait non seulement l'unité des nations de ce territoire, mais qui aussi entrevoyait la possibilité de jouir en fait des ressources du sol et du sous-sol, en fait d'être un tant soit peu maître de son espace et de son environnement. Voilà, et toutes les nations en fait pouvaient arrimer en fait leurs intérêts, leurs projets à ce projet-là, et ce qui allait, comme on le sait, aboutir aux indépendances dont nous parlerons plus tard. Oui, et c'est très intéressant. Effectivement, vous avez parlé donc des nations. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ces nations, ces pays qui donc existaient avant que les agressions européennes commencent, pour qu'on puisse donc bien comprendre, pour avoir une idée de cet espace qui allait donc devenir le Cameroun. Quelles sont, bon, pas toutes les nations, mais en gros, les nations les plus importantes qui existaient sur cet espace territorial? Oui, tout à fait. L'histoire qui nous est racontée ou que nous apprenons à travers le système scolaire nous présente, quand c'est le cas, nous présente les populations vivant sur ce territoire, ou comme c'est le cas généralement en Afrique, comme véritablement des populations sans histoire et sans antériorité. Et quand on se penche de plus près, ben on se rend compte qu'il s'agit totalement du contraire. Effectivement, le Cameroun va être constitué le territoire qui va être appelé Cameroun sera constitué au fil des siècles, en fait, d'une série de peuples, de nations qui, au gré des migrations, se retrouveront là et vont s'installer là et, disons, on pourra revenir dessus, mais qui, avant l'arrivée des premiers Européens, autour de 1400, enfin vers la fin des années 1400 en fait, avaient pu s'installer là et avaient organisé leur société selon leurs propres règles et selon euh, les impératifs de l'époque en fait. Et puis, alors l'histoire ne
commence essentiellement avec l'histoire qui nous est racontée, commence essentiellement avec l'arrivée des Portugais. Puis il y a un grand bond, il y a un grand vide en fait qui dure à peu près 400 ans. Et puis là, il est tout à coup question des Allemands et plus tard des Anglais qui interagissent avec des chefs ou des rois, notamment des rois côtiers. Alors, donc, nous savons aujourd'hui avec les recherches, et le livre en parle aussi, qu'effectivement, il n'en est rien. Et voilà il n'en est rien et que ces nations, ces populations ont bien une antériorité et avaient, ont vocation à penser un projet qui leur soit propre. Et c'est en cela que, justement, l'œuvre de Oumniobé prend aussi tout son sens parce il est question également hein, de redonner une certaine conscience historique à un peuple, de repenser, enfin, de comprendre les enjeux de l'heure et puis d'envisager les lendemains, enfin, des Meilleur. lendemains meilleurs, voilà. Oui, alors donc on voit que effectivement avant l'arrivée donc des Allemands et des Français, enfin du moins dans la période qui nous intéresse le plus ici, c'est-à-dire la période des actions de Oumniobé et de ses compagnons, on voit dans ce que vous venez donc de dire, on voit que les Portugais étaient déjà arrivés avant et que le territoire avait déjà été visité par d'autres Européens. Et ça nous permet ici donc de comprendre le contexte dans lequel Oumniobé et ses compagnons deviennent donc acteurs. On voit que donc depuis à peu près 400 ans, les Européens quittent leur pays et sillonnent toutes les mers du monde en quête de pillage, en quête donc de ressources pour s'enrichir. Et le territoire donc qui allait devenir le Cameroun n'a pas échappé à leur convoitise. Et c'est comme ça que on voit l'arrivée d'abord des Portugais, puis ensuite les autres qui arrivent. Et donc là maintenant ça nous permet donc de comprendre que donc depuis 400 ans, il y a donc une lutte pour le contrôle des ressources et le combat donc de Oumniobé consistait donc à mettre ensemble ces nations pour qu'elles puissent donc être encore beaucoup plus fortes et consolider le contrôle des ressources de leur propre territoire. Et donc, quand les Allemands arrivent donc sur le territoire, comment est-ce qu'ils sont perçus par ces nations? Voilà. Oui, c'est ça. Quand les Allemands arrivent, disons, nous sommes déjà nous sommes au début des années 1800, disons-le. Nous sommes au début des années 1800 et disons-le clairement, le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait et comme les Français après eux, les Allemands n'ont aucune peine en fait à imposer euh, le, leur ordre, enfin le nouvel ordre. Pourquoi? Parce que, comme cela a déjà été dit, il y a près de 400 ans qui précèdent l'arrivée des Allemands. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant ces 400 ans? Alors là, c'est le vide total. Euh, Bien sûr, bon, l'histoire, on la connaît, hein, le nom Cameroun qui viendrait de Camaroès parce que les Portugais, puis les Espagnols, Camerounais, et ainsi de suite. Mais on ne décrit pas l'interaction qu'il va avoir entre ces premiers arrivants et les populations locales, excepté le nom, ce nom qui va rester là. Mais il faut dire que les Européens se lancent sur les mers, effectivement, avec un seul objectif et qui est le contrôle, en fait, la quête et le contrôle des ressources humaines et, et matérielles.
Et voilà, donc ça débute autour des années effectivement 1400, qui grâce à bien sûr, après avoir contrôlé, après s'être assuré en fait le contrôle de l'Europe en fait, par comment dire, l'élimination définitive en fait de la présence africaine en Europe. Ça, c'est un autre sujet. On pourrait éventuellement en parler plus tard, notamment celle des morts. Les Européens, notamment portugais, espagnols, vont les premiers se lancer sur les mers et pour ce projet-là. Alors, voilà. Donc, et puis il y a arrivé ce qui sera les côtes camerounaises en fait. Et pendant 400 ans, alors c'est l'esclavage bat son plein. C'est la traite négrière, c'est les razzias, c'est la déportation qui forcément est accompagnée de la destruction systématique en fait du tissu social, des règles politiques, des règles d'accession au pouvoir, de la gestion des ressources entre nations locales. Donc l'ordre va complètement être déstabilisé et à l'arrivée des Allemands, eh bien voilà, il va simplement être poursuivi. Et c'est à peu près dans ce contexte-là que naît Oumyobé. Il naît en 1913 en fait. Donc on est passé à travers la fameuse conférence de Berlin, peut-être qu'on en reparlera. Donc il naît à peu près à cette époque-là. En fait, je dirais à quelques heures, à quelques semaines, à quelques mois de la fameuse Première Guerre européenne. Et donc c'est dans ce contexte qu'il naît, qui est un contexte en fait de chaos général en fait, où voilà l'esclavage, l'indigénat comme on va l'appeler plus tard, où la colonisation en fait bat son plein et où les populations, les individus en fait sont contraints, sont soumis aux travaux forcés, dans le seul but en fait voilà dans le seul but en fait pour les nouveaux maîtres en fait euh, d'avoir la même mise sur les ressources, et, et par un concours de circonstances, bon, il va devoir faire ses dents là dans ce contexte-là. Oui, effectivement. Oui, parce que dans votre livre, vous décrivez les circonstances. C'est un passage très intéressant et très perturbant même, où vous décrivez justement les circonstances dans lesquelles Oumyobé est né, des circonstances qui sont racontées par celle qui allait devenir sa deuxième mère. Est-ce que vous pouvez un peu nous brosser le portrait de ces circonstances pour que ceux qui nous écoutent puissent prendre la température du climat de terreur qui avait cours à cette période-là, au moment de sa naissance, pour qu'on puisse vraiment bien sentir quelle était, oui c'est ça exactement, quelle était l'ambiance de l'époque au moment de sa naissance. Voilà. Donc, à sa naissance, merci pour la question. Oui, à sa naissance, en fait, comme on l'a dit, les Allemands sont présents sur le territoire et il est de la nation Bassa, en fait, qui habite un territoire assez large, en fait, qui va de Douala, en fait, jusqu'au port de Yaoundé, en fait. Et cette région, voilà, est soumise, en fait, les Allemands envisagent et n'envisagent pas, vont engager le tracé d'un chemin de fer. D'un chemin de fer, bien sûr, pour le transport des marchandises, notamment parce que cette zone, qui est une zone de grande forêt, en fait, va abriter toute une série de grandes compagnies, en fait, hein, notamment dans le domaine de l'EVA, dans le domaine du palmier à huile, et ainsi de suite. Donc, les travaux forcés pour la construction des routes de chemin de fer et pour les grandes compagnies battent leur plein. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, les populations sont séquestrées, hein, non seulement pour les travaux, mais très rapidement, il va y avoir la fameuse guerre dès 1914. Donc, à côté des travaux forcés, il va y avoir des populations vont être enrôlées pour, disons, l'effort de guerre, disons-le comme ça. Voilà, vont être contraintes, en fait, pour les hommes surtout, de rejoindre les rangs de l'armée allemande, et ceux qui ne s'y commettent pas, ben, sont systématiquement éliminés.
Et voilà, et bon, lui particulièrement, son père, en fait, va se refuser, enfin, s'extraire, en fait, de ce système et décider avec d'autres, hein, de se réfugier dans la forêt. Et c'est dans ce contexte qui va naître. Comme il est dit dans le livre, en fait, à sa naissance, sa maman a déjà eu 13 enfants. Et dont tous sont décédés avant sa naissance. Alors, cela est assez révélateur du contexte où la famine bat son plein, puisque les populations ne peuvent plus travailler la terre, les populations sont soit déplacées, soit se déplacent d'elles-mêmes pour fuir en fait. Et cela va sans dire que les conditions sanitaires sont déplorables en fait. Et donc, il a eu, il est le 13, il est le 14e en fait, mais il sera le seul, à sa naissance, il est le seul enfant de sa maman. Malheureusement, elle ne survivra pas à sa naissance et puis euh, il va être pris en charge par la deuxième épouse de son papa. Donc, c'est un contexte d'animalisation voilà, des populations, des individus, qu'on a de la peine à s'imaginer aujourd'hui, et donc qu'on a même oublié parce qu'effectivement, faute d'enseignement, nous perdons la mémoire. Et voilà, et c'est dans ce contexte qu'il naît. Et puis, on n'est pas avec, en observant son parcours, en observant le parcours de ses compagnons, on est finalement euh, pas étonné enfin, de l'engagement dont il fera montre dans, dans l'idée en fait d'améliorer les conditions de vie des populations, euh, pas seulement la sienne, mais celle de toutes les populations de ce territoire. Hmm. Oui, et aussi, vous avez mentionné effectivement que quand l'agression allemande commence, il y a déjà un précédent avec les Portugais, c'est-à-dire que donc ils ne viennent pas, ce ne sont pas les premiers à arriver et que leur présence la présence des précédents avait déjà transformé la société et on voit que lorsque l'agression allemande commence et celle de l'occupation française ensuite qui va suivre, on voit que la société, les nations ont été profondément, vont subir encore un processus de transformation accéléré dans leur organisation et dans leur mode de vie. On voit donc l'apparition, les gens vont changer de nom, changer de religion. Euh, il y aura aussi un nouveau type d'enseignement qui, pour créer une nouvelle élite, si je dois dire ainsi, une nouvelle élite donc favorable et perméable au projet de prédation de l'envahisseur. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur ces processus de transformation qui se sont déroulés sur une très longue période euh, au bout de ces 300-400 ans? Ah, oui. euh, alors, effectivement, la domination, disons, militaire, puis politique, euh, n'est pas sans conséquence sur le caractère, je dirais, culturel des dominés. Et même au-delà, l'envahisseur, enfin, de par son expérience, hein, parce qu'il faut dire que les Allemands puis les Portugais, en fait, font partie de la même, je dirais, de la même famille. Et si nous parlions de 1400 tout à l'heure, c'est parce que en Europe, les années 1400 vont définitivement sceller la même mise en fait d'une constellation de peuples, de nations caucasiennes, enfin, venues du Caucase par vagues successives en passant par le nord de l'Europe, notamment on parle les noms sont assez connus, les Wisigoths, les Ostrogoths, les Francs.
dont les fameux francs, et qui vont donner le nom enfin, qui vont léguer le nom à la France, en fait, les Vandales et les barbares. Donc, c'est le nom il y en a d'autres, dont il y a aussi les Huns. Donc voilà, c'est une série de peuples. En fait, c'est ces nations-là, ces peuples-là qui vont plus tard constituer ce qui sera en fait le Portugal, je dirais européen, ou l'Allemagne, et enfin tous ces pays d'Europe de l'Ouest et d'Europe centrale. Mais quand nous parlons, mais ça se fait à la suite d'une série de guerres. Après, disons-le, c'est la guerre permanente. En fait, aussi longtemps que l'on puisse remonter, ces peuples se sont fait la guerre déjà, et puis on fait la guerre à Rome, en fait, à ce qui était l'Empire romain, puis en fait, c'est la guerre permanente. Donc, au fil de ces années, voilà, la science, disons, la science de la guerre et de la domination des peuples vaincus va être élaborée. Et donc, on a ainsi conscience que pour définitivement dominer un peuple, il faut assurément, comment dire, écorcher son caractère culturel. Voilà, au-delà de la domination militaire qui est très souvent provisoire, au contraire d'une domination culturelle qui, elle, avec moins d'efforts, s'étale sur la durée. Et c'est pour cela que, à la suite des Portugais et puis des Allemands, comme on va le voir, puisque c'est avec les Allemands, c'est à travers les Allemands qu'on nous présente l'histoire du Cameroun, on verra que non seulement les noms des populations locales ne sont plus des noms africains, les codes vestimentaires ont changé, les intérêts économiques, même scolaires, ont changé, puisque des jeunes princes seront déjà autour des années 1700-1800 envoyés en Allemagne pour leurs études, en fait, ce qui traduit tout à fait comment dire, une extériorisation, en fait, de ce qu'on est véritablement. Mais cela ne se fait. Alors, cela contribue véritablement à poursuivre le projet de contrôle des ressources humaines et des ressources surtout matérielles, économiques. Pourquoi? Parce que l'individu, en fait, ne se pense à travers le dominant. L'individu voilà, existe à travers le dominant, l'ordre dominant, disons-le comme ça, et confond ses propres intérêts à celui du dominant, parce que son mode de pensée est contrôlé, en fait. Il ne s'en rend même plus compte. Il est dans un contexte où ce qu'il voit, ce qu'il perçoit, lui paraît tout à fait normal. Et voilà, et puis il n'a plus à s'interroger, puisque quelqu'un d'autre se charge de poser les questions à sa place. Et ça va du changement de nom, qui est tout à fait, peut paraître anodin, mais rentre dans ce contexte-là le changement de religion ou voilà, de la dénaturation de ce qui est appelé la spiritualité, et le changement du monde d'accession au pouvoir, parce que voilà, on verra émerger des chefs, notamment la notion de chef, et même aussi, pour ceux qui s'intéressent à la période de l'esclavage, les fameux rois nègres, dont on rend en fait coupable de, de la déportation des Africains. Voilà, c'est ça, c'est à peu près ça. Donc, et puis cette classe, en fait, ces individus-là, donc il va avoir une classe intermédiaire. Alors, le système va s'assurer de créer une classe intermédiaire. Pourquoi? Parce que le travail est mieux fait, en fait, quand il est fait, en fait, est mieux fait quand il est fait par les concernés, de leur propre chef, en fait, par les dominés de leur propre chef. Donc, ça va être la fameuse classe des évolués, en fait, qui, de manière directe, en fait, est évolué celui qui a acquis une éducation de type occidental, de type, voilà, euh, occidental, disons-le. Et
Et Oumniobé en fait partie. Voilà, Oumniobé fait donc partie de cette catégorie d'individus, qui va être baptisé Ruben, puis va adhérer à la religion chrétienne, puis il va être dans le même système, dans ce fameux système, dans le système scolaire, le système d'éducation, disons-le, qui va remplacer celui qui avait cours en fait. Mais comme on le sait, comme il est dit dans le livre, en fait, c'est dans la classe des évolués qu'on trouvera les adversaires les plus résolus de l'ordre colonial, mais également ses plus fervents défenseurs. Et c'est dans ce contexte que Oumniobé va devoir aussi, euh, voilà, comment dire, voilà, va faire face à d'autres évolués. Oui, donc on voit que évidemment au bout de la transformation progressive des sociétés agressées, il y a donc cette volonté de la part donc de l'envahisseur européen de créer donc une espèce de nouvelle caste de privilégiés qui va pouvoir mener à bien à terme donc le projet de contrôle de ressources, le projet pour lequel les Européens sont là dans le fond, on ne doit jamais perdre ça de vue. Ils sont pas là pour les beaux yeux des Bassa ou de qui que ce soit, ils sont là pour l'accaparement des ressources et donc pour mieux donc y arriver, pour mieux matérialiser ce projet, il serait donc préférable d'avoir à ses côtés, d'avoir à ses côtés donc des locaux qu'ils vont pouvoir perfectionner et matérialiser ce projet. Et donc Oumniobé a reçu donc une éducation. Et à un moment donné, donc, on voit progressivement dans votre ouvrage comment est-ce que petit à petit, ils finirent donc par, si je peux dire entre guillemets, trahir sa vocation de trahir sa vocation d'évoluer en quelque sorte pour finir par s'insurger contre ce projet d'accaparement des ressources et, et de mémoire comme ça, il prononce d'ailleurs un discours en 1951 où il parle donc de lutter contre la politique d'expropriation qui consiste donc pour l'administration à s'emparer des terres sous prétexte qu'elles sont vacantes et sans maître. Alors, maintenant, lui, Oumniobé, justement, quand il décide maintenant de retourner donc sa veste entre guillemets, enfin retourner sa veste c'est un peu une grosse expression, c'est-à-dire que il décide donc de prendre parti pour le peuple camerounais et comment quel a été pour lui les éléments déclencheurs qui puissent donc le décider à prendre position fermement pour les Camerounais contre l'occupation étrangère, au point qu'il va être plus tard être appelé, surnommé donc le porte-parole. Oui, comme tu le dis si bien, Oumniobé est un accident de l'histoire. Mm. Dans le contexte de la colonie, en fait, il est tout à fait pas prévu que le système d'éducation, que le système de formation produise de tels personnages. Et bon, alors, qu'est-ce qui va le conduire à ça? Sans doute, en fait, le contexte de sa naissance, c'est sans doute les enseignements reçus dans sa tendre enfance, hors peut-être du système d'éducation, du système scolaire en vigueur. Mais alors, ce qui semble avoir été définitif en fait dans son parcours, c'est l'accès à l'information, l'accès à une information alternative.
à travers tout au long de ce contexte, hein, parce que on sait que il va y avoir la première guerre européenne, puis la deuxième, voilà, celle de 40. Donc c'est tout un contexte d'agitation où voilà, pour de peu qu'un individu soit attentif, ben il devra être confronté à une information alternative. Et selon sa psychologie, selon ses prédispositions, eh ben, un tel individu est susceptible de changer ou d'adopter une attitude contraire à ce que l'information officielle prévoit. Et voilà, c'est dans ce contexte-là. Il fait, comme il a été dit, il fait partie de la classe de ces privilégiés, en fait, des évolués. En fait, pour dire que l'évolué, en fait, fait tampon, en fait, entre le dominant, enfin, dans ce cas de figure, les Blancs, les Européens, fait tampon entre le dominant et les dominés. Donc, ceux qui sont confrontés au quotidien à des tâches, à des tâches les plus dégradantes, aux humiliations et aux privations. Le préjugé de par sa situation plus ou moins enviable, parce qu'il est, voilà, il a peut-être un revenu, il est mieux vêtu, pardon, il parle mieux la langue du colonisateur. Donc, voilà, Oumniobé en fait partie. Et un peu comme lui, hein, il n'est pas le premier. Dans le cas du Cameroun, il y a eu avant lui Rudolf Douala Mangabel, en fait, dont le nom, dont le premier nom fut Douala Mangabele, en fait, qui va être rebaptisé Rudolf. Avant lui aussi, Martin Paul Samba, qui, avant d'être rebaptisé, s'appelait Mebenga Mbono. Donc, il n'est pas le premier privilégié qui fera face en fait à l'ordre dominant. Puis voilà, c'est dans ce contexte-là et puis c'est ça. Et donc au sein, alors il faut dire qu'à cette époque, très rapidement, il va avoir comment dire, une formation de deux groupes, de deux classes sociales, disons-le, au sein des populations locales. Donc, il y aura la classe, enfin, disons, au moins deux, hein, disons, il pourra avoir une troisième, donc les ouvriers, mais il va avoir la classe des fonctionnaires et la classe des planteurs, en fait. Donc, ces privilégiés se trouveront soit dans l'une, soit dans l'autre. Et Oumniobé fera partie des fonctionnaires, et le celle des fonctionnaires. Mais le projet qu'il mettra en place à travers justement, avant même le principal parti, l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, dont il fut le secrétaire général, le projet qu'il mettra en place aura la capacité ou aura le génie en fait de transcender toutes les classes issues en fait du système de domination. Et qui dit classe dit intérêt. Donc, indépendamment de sa classe sociale, en fait, le Camerounais de l'époque, de manière générale, trouvera un intérêt à ce que, trouvera un intérêt de manière avouée ou inavouée, sera solidaire en fait au projet, aux idées défendues par Oumniobé et ses compagnons, bien sûr, qui tourneront autour de l'unification du pays et de l'indépendance. Mais comme tu l'as si bien mentionné, et sans jamais être détaché des besoins concrets, donc le contrôle de la terre. Donc le contrôle de la terre. Donc Oumniobé n'était pas un simple, comment dire, orateur, mais il s'est assuré de ne jamais se détacher des soucis de ses compatriotes, en fait, et avait bien compris dès cet instant que l'enjeu est bien le contrôle des ressources. L'enjeu est bien de permettre aux individus, bien sûr, d'aller et de venir, mais de garantir aussi leur je dirais, leur pain quotidien. Oh, ouais. Et donc, alors, vous l'avez dit si bien, justement, donc l'enjeu de la lutte
tourne toujours autour de la question du contrôle des ressources. Il y a donc les agresseurs qui, eux, veulent avoir un contrôle exclusif des ressources pour lesquelles ils sont là. Et les nations locales se battent, s'organisent pour garder le contrôle de ces ressources qu'ils ont héritées de leurs ancêtres. Et le combat des Umniobé donc s'inscrit dans cette tradition de lutte. Vous avez donc effectivement parlé de ses précédents et donc ainsi lui il est arrivé ensuite il s'est levé ensuite pour donc poursuivre cette longue lutte. Et donc en parlant justement de la question du contrôle des ressources, puisqu'on a dit précédemment que les Européens vont quitter leur territoire et aller vagabonder au-delà de leur mer, sillonner toutes les nations de la planète en quête de pillage, mais on voit que justement pour se donner une bonne conscience, les Européens donc mettent sur pied toute une série de législations à vocation internationale pour donc rationaliser ce pillage. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de cet aspect que vous abordez aussi bien dans votre ouvrage, où on voit qu'effectivement que les Européens avaient déjà conçu des instruments juridiques qui précèdent même ce que l'on voit aujourd'hui au XXIe siècle? Oui, et effectivement, les instruments légaux, disons-le, ou bien juridiques, s'inscrivent dans la même lignée que que l'ordre culturel, en fait, que l'ordre culturel, ou disons-le, le mode de pensée, le mode de représentation des choses et des êtres. Pourquoi? Parce que, bon, là, il est question disons, du droit auquel va tout particulièrement, enfin, ce qui fera tout particulièrement la force ou de Oumyobé, parce il s'est appuyé sur ce cadre légal où, bon, il était quasi imbattable dans l'argumentation politique, l'argumentation juridique. Alors, mais quel était ce cadre légal? Disons, il est bien sûr à la fin, au sortir de la Deuxième Guerre européenne, en fait, le cadre légal est celui de l'Organisation des Nations Unies, donc de l'ONU, qui suit en fait la Société des Nations, la fameuse Société des Nations. En fait, bon, on le sait, le Cameroun sera sous tutelle, ainsi que le Togo, enfin, tout particulièrement ces deux territoires, parce qu'ils étaient contrôlés par l'Allemagne, perdante de la guerre, grande perdante de la guerre. Alors, bien sûr, le butin de guerre sera réparti entre les vainqueurs. Donc, c'est ainsi que le Cameroun, le territoire appelé Cameroun, sera partagé entre l'Allemagne, entre la France et l'Angleterre, et le Togo, la France héritera du Togo, l'Angleterre héritera également d'autres territoires allemands, notamment au sud du continent ou à l'est, notamment la Tanzanie. Alors, ce cadre légal, bien sûr, pourquoi? Parce que tu parlais tout à l'heure d'entreprise de pillage. Oui, toute action enfin, tout projet de prédation, tout projet de conquête a besoin d'une bonne conscience. Non seulement a besoin d'une bonne conscience, mais a besoin surtout d'un discours. Une fois que les armes se sont une fois que les âmes s'endorment, en fait, il faut quand même poursuivre le projet. Et c'est là toute l'importance du cadre légal. Et également, dans ce cadre-là, l'individu, en fait, aux prises avec, aux mains du pilleur, en fait, ou de l'envahisseur, une fois qu'il intègre ce cadre légal, eh bien, il finit par admettre en fait qu'il s'agit du droit.
qu'il s'agit du droit et que véritablement, voilà, la question est fondamentalement juridique ou que l'enjeu est fondamentalement juridique et qu'il faudrait, comme on le voit encore aujourd'hui, il faut plaider sa cause ou alors plaider une cause, ignorant que en fait la cause, la fameuse cause, elle a des origines qui ne sont, enfin, qui n'ont rien à voir avec le droit en tant que tel. Mais bien avant l'Organisation des Nations Unies, et bien avant, bien sûr, il s'agit en fait, d'une suite logique. Parce qu'avant, avant 1945, en fait, où va être voilà, le cas légal dans lequel évoluera Oumniobé, il y a eu la fameuse conférence de Berlin, de son vrai nom, la conférence du Congo, en fait, qui est présentée de manière générale comme le, le lieu, en fait, le cadre où va se décider le partage de l'Afrique. Il ne s'agit pas, en réalité, enfin, c'est bien plus, ça va bien au-delà, parce que cette rencontre visait à résoudre les différends entre les nations européennes. Enfin, les différends sur le partage des ressources, donc sur le partage des différents territoires, pas seulement en Afrique, pas seulement au Congo, mais à travers le monde. Et il s'agit là aussi d'un cadre légal qui vise à armes courtoises à se partager le butin. Et bien sûr, la paix, en fait, la paix ne fut pas, enfin, fut de courte durée parce que ce cadre légal de la conférence de Berlin ne tiendra pas longtemps parce qu'il va à quelques années, enfin, la conférence a lieu en 1882, je crois. 84, oui. Voilà, 82-84, en fait, voilà, 83-84. Mais quelques années plus tard, à peine 10-15 ans plus tard, c'est la Première Guerre. Et pour cette première guerre n'est que la conséquence des désaccords, en fait, liés en fait, à cet autre cadre légal. Et donc, après la Première Guerre, on s'en va vers un autre cadre légal qui est avec la Société des Nations, et à nouveau des désaccords, puis ainsi de suite. Mais bien avant la conférence de Berlin, il va y avoir le congrès de Vienne, qui là aussi est un autre cadre légal qui fixe en fait les règles de gestion internationale des territoires conquis. Également, ben là, il sera également question d'abolir la déportation des Africains vers les Amériques et les Caraïbes, en fait, mais non d'abolir l'esclavage en soi. Avec bien sûr la mission de civiliser les peuples, notamment les peuples africains. Et donc, il y a un fil conducteur. Bon, on peut aller bien au-delà, même dès les années 1400, hein, notamment en 1494, où il y a le fameux traité de Tordesillas, en fait, où voilà, le Portugal et l'Espagne vont se partager le monde. Le monde va être coupé en deux. Une partie qui en fait qui est remis voilà, au Portugal, en fait, au royaume de Castille, dans l'Espagne, pardon, et l'autre partie au Portugal sous la coupole du Vatican. Là également, il s'agit d'un traité, d'un cadre légal qui répartit la gestion et la possession des ressources du monde. Voilà, et donc il y a un fil conducteur, et puis c'est dans ce cadre légal, à tort ou à raison, que Oumniobé et ses compagnons vont élaborer leur projet, disons, d'émancipation avec tout ce qu'on peut en redire. Oui, c'est vraiment extrêmement important de présenter tous ces précédents parce que on ne peut pas parler juste de Oumniobé, juste tomber dans la soupe de l'histoire de Oumniobé sans prendre conscience de tous ces précédents, tous ces éléments précédents qui puissent nous permettre de très bien comprendre la lutte de Oumniobé et de ses compagnons
bon, pas seulement de Oumniobé, mais de l'ensemble des héros et héroïnes à travers l'Afrique. Il y a donc des précédents qui expliquent ces luttes, ces combats. Et il est donc très 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 important de pouvoir s'en imprégner avant pour mieux comprendre les actions de tous ces grands personnages de notre histoire, de l'histoire de l'Afrique. Alors, on a dit précédemment que Oumniobé faisait donc partie de cette catégorie tampon entre les dominants et les dominés, et qui au final, il a fini donc par prendre conscience de l'état d'animalisation généralisée à travers l'espace qui allait donc devenir le Cameroun. Et il a donc décidé de bâtir un projet de libération pour inventer au final la nation camerounaise. Vous avez bien montré qu'évidemment que les Européens étaient au Cameroun non pas pour les beaux yeux des nations qui étaient là. Il y avait donc tous ces instruments juridiques qui trahissent en fait la question du contrôle des ressources. Et pouvez-vous maintenant nous présenter la manière dont Oumniobé a donc pu matérialiser son projet de libération, c'est-à-dire comment est-ce qu'il l'a donc présenté à diverses personnes pour qu'au fur et à mesure se crée un magnétisme autour de sa personne et autour du projet pour combattre l'occupation. Oui, alors, c'est très bien présenté comme ça. Disons, le Oumniobé a utilisé les atouts que lui offrait son époque. Donc, disons-le comme ça. Et puis, je vais le citer, en fait. Dans le livre, en fait, je fais mention d'une citation d'Oumniobé, en fait, qui résume, son projet ou le projet du parti, en fait, de l'UPC. Je cite: toute notre action s'inscrit dans ce résumé simple de ce que veut notre mouvement. Pour grouper et unir les populations, nous avons fait appel aux Camerounais, hommes et femmes, sans considération de classe ni de religion, sans considération même d'opinion politique, mais à la seule condition d'accepter notre programme qui est anticolonialiste. Pour accélérer l'évolution des populations, l'UPC demande la multiplication des écoles et des centres d'apprentissage. Elle demande le développement de l'enseignement général et de l'enseignement technique. Pour l'élévation du standard de vie des populations, nous luttons pour l'abolition effective du travail forcé, pour la suppression des méthodes racistes dans l'agriculture et le commerce, ainsi que dans toutes les autres branches de l'activité économique. Nous luttons notamment contre la politique d'expropriation qui consiste pour l'administration à s'emparer des terres sous prétexte qu'elles sont vacantes et sans maître. Voilà. Donc, c'est de lui-même, en fait, c'est ainsi que se résume leur action. Et alors, il va s'appuyer sur les éléments, sur les atouts que lui offrait son époque, notamment dans ce fameux cadre juridique, dans ce fameux cadre légal qui faisait du Cameroun, disons, un territoire sous tutelle des Nations Unies. Donc, le Cameroun n'était pas une colonie en soi, disons, dans ce cadre légal, n'était pas une colonie. Et que prévoyait la tutelle, en fait? La tutelle prévoyait que notamment la France, victorieuse de la Deuxième Guerre européenne, avait pour mission de conduire ce territoire à l'indépendance et à l'autonomie. Voilà. C'est principalement sur ce point-là que va s'appuyer l'action va prendre appui en fait le discours et l'action d'Oumniobé. Et bien sûr, il y a des antécédents.
parce qu'à la suite de la guerre, en fait, le territoire va être divisé en deux, d'où la fameuse idée d'unification ou de réunification, parce que bon, il dit l'Angleterre va hériter d'une partie du territoire et la France de l'autre, donc également cela fera partie enfin, ce seront les deux points d'ancrage. L'unification sera un des points d'ancrage de son action. Et le deuxième point sera l'indépendance. Mais l'indépendance, telle qu'il le décrit lui-même, il s'agit effectivement de prendre possession ou de reprendre possession en fait de la gestion des ressources et de l'élimination notamment des méthodes d'asservissement, que ce soit dans l'enseignement, dans l'agriculture ou bien dans toute forme d'activité économique. Et puis, alors sa force sera principalement la capacité à mettre en mouvement, en fait, la capacité qu'il aura de traduire, enfin, sa force aura été sa capacité de traduire en discours, en mots tout à fait audibles par la population, à traduire en fait les problèmes concrets des populations en possibilités. Et permettre en fait, indépendamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, indépendamment des classes sociales, de leur permettre d'entrevoir une sortie en fait de ce chaos ambiant. Ouais. Et donc alors, c'est donc sa capacité de mettre en mouvement les revendications de toute une population qui a fini par faire de lui le porte-parole. Oui, disons, oui, alors, ça, ok, oui, effectivement, disons-le, à cette époque, Oumniobé, mieux que quiconque, aura su cristalliser ou en fait mettre en perspective les aspirations de tout un chacun, d'une bonne partie de la population et de la nation camerounaise en devenir. Personne ne l'attendait et puis de par son discours, de par son engagement, de par sa capacité à traduire en possibilité en fait le silence rageur des populations, ben, il deviendra pour tous en fait le parole, c'est-à-dire le porte-parole, et celui à qui véritablement on a confié la mission non seulement de faire le procès de la colonisation, mais également de conduire le procès de l'indépendance. Et bien sûr, avec lui, il avait une série de compagnons, et notamment toute la structure de l'UPC, en fait, du parti politique, qui aura en très peu de temps, en l'espace de 5 ans, su pénétrer toutes les couches de la nation. Et comme c'est dit dans le livre, en fait, je dirais que ce soit des villes ou des campagnes, enfin peu importe où on se trouvait, tout le monde se sentait concerné. Et alors, vous avez aussi mentionné une petite anecdote assez intéressante où Cheikh Anta Diop fait un commentaire justement sur l'œuvre de Oumniobé. Est-ce que vous pouvez nous en dire, nous glisser un petit mot? Ouais. Oui, dans le livre, nous faisons part d'une série de témoignages, hein, non seulement des acteurs de l'époque, mais de personnes qui ont eu à étudier ou à se pencher sur l'épopée, en fait, sur la période des luttes d'indépendance. Notamment, et parmi ces personnes, il y a Cheikh Anta Diop qui était déjà de cette époque-là, mais qui apportait un témoignage en disant que donc à cette époque, nous sommes entre les années 1900, disons 1940, 45 et 1960. Et Cheikh Anta Diop disait qu'à cette époque, excepté les députés malgaches, donc de Madagascar et Oumniobé, aucun autre leader africain francophone,
de langue française n'avait posé la question de l'indépendance. Donc, certains parlaient, bon, avec le mouvement de la négritude, disons-le, il a été question très souvent de culture ou de la capacité de l'Africain on interrogeait l'existence même d'une culture propre à l'Afrique. Mais concernant sur le champ politique, en fait, Ouniobé fut un des précurseurs. Il faut dire que cela va se traduire sur le plan continental, sur le plan politique, notamment concernant ce qui fut l'Afrique, disons, française. Parce que le Cameroun, lui, va avoir son indépendance, va gagner son indépendance. On pourra toujours revenir sur la question de l'indépendance, mais va gagner son indépendance en 1960 malgré ce qu'il paraît. Ce fut une victoire. Et on verra par la suite, en fait, toute une série de territoires sous contrôle de la France et également accéder à leur indépendance dans la foulée. Parce que le cas camerounais, en fait, va faire, comment dire, ça va être un cas d'école et voilà, les solutions apportées aux problèmes camerounais vont simplement être appliquées aux autres territoires avant que éventuellement il y ait d'autres mouvements de cette ampleur. Donc, s'il y a un personnage, bon, disons-le, voilà, s'il y a un personnage qui est vraiment aux aurores des indépendances africaines, c'est bien Ruben Ouniobé. Et malgré qu'il soit peu connu, malgré qu'on n'en dit pas grand-chose, et non seulement son cas, mais le cas camerounais illustre assez bien ce qui va arriver dès les années 1960. Mhm. Et justement, donc, vous venez donc de montrer comment est-ce que Ouniobé finit par prendre conscience du climat d'animalisation dans lequel se retrouvaient toutes les nations et de prendre position donc pour bâtir un projet de libération. Et donc face à cela, comment a réagi l'occupant? C'est-à-dire que vous avez bien montré qu'effectivement que Ouniobé utilise ce fameux cadre de l'occupant en le prenant au mot sur la question donc de la préparation de l'indépendance sous la tutelle, mais visiblement vous montrez très bien que dans votre livre que les Français eux avaient pris goût un peu au territoire et avaient donc l'intention de continuer l'œuvre d'occupation pour continuer à sucer les ressources. Et quelle a été la réaction justement de l'administration occupante face à cela et quelles ont été ces dispositions pour évidemment contrer cette initiative l'initiative donc de Ouniobé qui devenait de plus en plus populaire? Oui, disons, Ouniobé le dira lui-même avec ses propres mots en 1956, je crois. Il dira que face à son échec politique, la France a engagé l'épreuve de force, en fait, l'épreuve des armes, disons-le comme ça. Donc, sur le plan politique, Ouniobé et ses compagnons avaient l'intelligence nécessaire et la force nécessaire. Donc, sur le plan du discours, sur le plan de l'argumentation, ils étaient quasi imbattables. Et cela va bien sûr précipiter, bien sûr, pour faire face, en fait, l'occupant va tout à fait déclencher une campagne de répression
D'abord, il faut dire que les méthodes sont très souvent les mêmes. Avant la répression, bien sûr, il y a une phase de tentative de corruption notamment liée aux avantages matériels ou aux positions sociales. Et s'ensuit en fait des sanctions, disons, économiques, notamment ceux qui sont des fonctionnaires ou dans le domaine des affaires, en fait, s'ensuit les sanctions économiques. Eh bien, euh, et les menaces, en fait, et les menaces à peine voilées, ben, c'est ce qui va arriver. Ben, une fois que cette première vague, si elle n'aboutit pas, ben là, on tombe dans le champ de la répression militaro-policière. Donc, voilà, c'est ce qui va définitivement euh, brouiller le jeu politique, parce qu'on sort du jeu politique auquel croyait Oumyobé, auquel il avait confiance, et il déclarera quelques années plus tard, un peu avant son assassinat, qu'il a perdu tout espoir. Il a perdu tout espoir de voir les Nations Unies régler le problème camerounais. Parce qu'il il ne se doutait pas des intentions et des méthodes de la France, disons. Mais de par le contexte international, il a cru un tant soit peu à la capacité des Nations Unies à résoudre le problème camerounais. Mais bien sûr, le conflit, on va tomber très rapidement dans un conflit, je dirais, pseudo-armé, parce que non seulement lui, mais ses compagnons, pour la plupart, n'avaient véritablement jamais envisagé d'en arriver là. Il fut contraint par une forme de répression qui pousse les individus à se défendre, à réagir en fait. Et bien sûr, certains seront plus portés à, à la, à une réponse militaire au problème, malgré une totale absence de moyens, de perspectives d'organisation de ce type. Et donc le piège fonctionna à merveille. Et ce fut la réponse. Et à terme, bien sûr, ce fut le cas au Cameroun et un peu partout sur le continent, ce sont les éliminations physiques. Hmm. Vous l'avez si bien dit au départ en parlant justement de cette catégorie tampon entre les dominants et les dominés, que parmi eux il s'est retrouvé deux camps, c'est-à-dire certains qui ont pris conscience du climat d'animalisation et ont décidé d'agir, et d'autres qui ont par contre décidé d'être complaisants et de se contenter simplement de jouir des privilèges de leur position. Alors, comment est-ce que l'occupant français, que Oumyobé appelle l'administration dans ses écrits, comment est-ce que donc l'administration a joué entre ces deux camps pour maintenir sa position d'occupant? Euh, alors, effectivement, on est, on est en plein dans le schéma habituel en fait d'un processus de domination, en fait, d'un processus d'asservissement des peuples qui n'a rien de spécifique, enfin, qui n'est pas spécifique à l'Afrique, et encore moins au Cameroun. Il faut dire que euh, si on voit le cas de la France et de l'Allemagne, disons si on parle de la Deuxième Guerre, en l'espace de quelques semaines, de quelques jours, hein, donc du 10 mai 1940 et au 22 juin voilà, 1940, fin de la même année, l'Allemagne va prendre le contrôle de la France. L'Allemagne va envahir la France et puis, donc, on verra là également, en quelques semaines, des Français de tous bords euh, collaborer, se soumettre et même s'efforcer, s'engager à étendre le nouvel ordre allemand. Donc,
toujours pour des avantages matériels, des positions ou des règlements de compte. Alors, cela dit, celui qui contrôle la force a la capacité de transformer un lion en poisson d'aquarium. Voilà, donc, c'est tout à fait le cas. Et celui qui contrôle la force sait pertinemment qu'il doit jouer, qu'il doit se servir des dissensions ou des tensions latentes ou perceptives dans le camp des dominés pour maintenir son projet. Donc, c'est ce qui va arriver, c'est ce qui va se passer au Cameroun. Donc, on verra des Camerounais ou des futurs Camerounais, disons-le, de tous bords, s'atteler à collaborer, à promouvoir en fait l'ordre en place contre leurs propres intérêts. Puis voilà, et Oumniobé va devoir faire face à ça. Et bien sûr, là, on est il parlera même de trahison nationale. Il parlera de trahison nationale et il dira à cet égard que chacun devra répondre de ses actes devant l'histoire. On a parlé un peu de façon sporadique de ses compagnons sans les citer. Est-ce que vous pouvez brièvement nous parler un peu de ses compagnons, enfin pas tous les compagnons, mais des cas emblématiques? Oui. Oui, les plus connus sont Félix Roland Moumié, qui fut président, qui fut d'abord vice-président du parti, et puis ensuite président du parti, qui était médecin, formé au Sénégal. Puis il y a également Ernest Ouandié, qui fut également vice-président du parti. Disons-le, ils ont suivi le même sort que Oumniobé. Puis également, il y avait Osende Afana, était un économiste également. Et puis également Abel Kingé, qui était aussi un des vice-présidents du parti. Donc, ce sont les principaux collaborateurs d'Oumniobé. Il va en avoir d'autres. Alors, donc, Moumié est le plus connu, le plus emblématique de par son engagement dès le début, en fait, dès le commencement. Et puis, vient Ernest Ouandié, qui vont, à leur manière, poursuivre, en fait, après la disparition tragique et violente d'Oumniobé, qui vont poursuivre, en fait, la mission que l'équipe s'était donnée. Et c'est justement leur action au-delà de 1960, donc au-delà de l'indépendance, qui va permettre en fait de prolonger l'idée de comment dire, qui va permettre d'ancrer, enfin d'installer un peu plus en fait le parti dans la conscience collective. Voilà, parce que chacun à tour de rôle prendra sur lui la mission en fait de porter et de concrétiser les idéaux du parti, qui sont les idéaux d'indépendance, d'autonomie et de contrôle des ressources du territoire. Alors, on ne va pas raconter toute l'histoire, sinon les gens ne vont pas lire le livre. Donc, j'invite les gens donc à se procurer le livre Oumniobé ou l'invention de la nation camerounaise aux éditions KIICAT de Montréal. Donc KIICAT qui s'écrit KIYIKAAAT. Donc il y a moyen aussi d'aller visiter le site internet pour parcourir le répertoire de la maison d'édition. Il y a beaucoup de livres qui sont parus à l'édition KIICAT, donc avec le site internet kiicat.com, donc kiicat.com. On va donner les coordonnées en description. Et donc maintenant que
Oumniobé et ses compagnons et l'UPC de façon générale sont imbattables sur le terrain politique, et l'administration occupante, voyant qu'elle ne peut pas faire le poids sur ce terrain-là, et que même malgré les méthodes pour diviser le camp de Oumniobé, enfin, pour affaiblir le projet de libération, on voit que au final, l'administration occupante décide d'utiliser donc la manière forte, qui est donc la répression brutale, sanglante et cruelle, qui va donc aboutir à la décapitation totale de toute l'infrastructure, de tout le projet de libération. Est-ce que vous pouvez nous brosser un peu ce tableau? Il y a aussi donc des controverses sur la manière dont cette répression a été exécutée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur cette répression? Comme vous le décrivez si bien, effectivement, l'épilogue, en fait, l'épilogue de l'action de Oumniobé et de ses compagnons va être caractérisé par non seulement une répression féroce de la France, mais une véritable campagne de terreur militaire. Avec son lot avec son cortège d'atrocités. L'utilisation d'armes de destruction massive, comme on le verra notamment à l'ouest du Cameroun, avec l'utilisation de napalm, les camps de concentration, les camps de torture, les fosses communes, les exécutions. Et on parle très rapidement, on parle souvent de guerre, mais on ne peut pas en soi dire qu'il s'agit d'une guerre. Il s'agit, d'après les documents, d'après les chiffres disponibles, il s'agit d'une véritable campagne d'extermination, mais surtout de terreur. Pourquoi? Parce que il fallait absolument créer un sentiment de terreur, terroriser les populations pour qu'elles refoulent tout sentiment en fait de contestation de l'ordre en place, et qu'à terme, qui est plus qu'un potentiel leader, qu'un potentiel organisateur de la cause commune, d'une cause générale, se taise et se range, se mettre rejoindre les rangs. Et les chiffres disponibles ne traduisent de toute façon pas la réalité. Et on attend toujours en fait de pouvoir avoir un certain nombre d'investigations. Mais ce que nous constatons déjà, c'est qu'il s'agit vraiment d'une vraie campagne de destruction. Des villages ont disparu, ont été complètement rasés, que ce soit au sud du pays ou à l'ouest et même à l'est. On voit donc que la réaction de l'administration occupante a été d'une cruauté extrême, et on le sent donc tout au long de l'ouvrage, cette entreprise justement pour semer l'effroi dans la population, pour qu'elle ne recommence plus en quelque sorte, hein, si on doit utiliser une expression un peu simplifiée. Et donc au final, vous aviez dit un peu précédemment que Oumniobé et ses compagnons étaient donc blindés politiquement parlant, et que forcément ils n'ont pas vu que l'affrontement final se ferait sur le terrain militaire. Alors justement,
enfin le terrain militaire au niveau des rapports de force physiques en tant que tel. Alors, quel a été le sentiment justement de Oumniobé et de ses compagnons quand ils ont été mis face à cette évidence que l'affrontement final n'allait pas se faire sur le terrain politique et elle s'est faite finalement sur le terrain du rapport de force musclé des armes. Disons-le, ce fut ce constat, parce qu'à un moment, ce constat a été effectivement fait, mais ce fut un des points de discorde. Sinon, je dirais le principal point de discorde au sein de l'équipe dirigeante. Bon, je laisse les détails, hein, parce que face à la répression, certains iront en exil, ce qui ne va pas arranger les choses, surtout au niveau de la communication, voilà. Mais ceux qui vont rester sur le territoire, voilà, il va y avoir de nombreuses tensions au sein de l'entourage proche d'Oumniobé, parce que voilà, Oumniobé, sachant sans doute que l'issue était connue d'avance, en fait, l'issue militaire, l'issue d'un éventuel conflit militaire était connue d'avance, en fait, se refusait à cette option et ne l'a jamais appelé de manière, comme il a si souvent fait pour d'autres questions. Voilà. Mais au sein de son entourage, bien sûr, on prônait également d'avoir une attitude résolue pour l'option militaire. D'autres voilà, l'accusait même de ne pas avoir des idées claires. Parfois, il est pour, parfois pas du tout. En fait, il y avait une sorte d'ambiguïté sur la question. Et donc, ce fut vraiment une période trouble, mais le point central est que le parti était véritablement déstabilisé à ce point où il n'y avait plus de communication, il n'y avait plus d'organisation générale, il n'y avait plus de suivi des mots d'ordre parce une bonne frange était déjà en maquis, dans le maquis, notamment dans la région enfin, du sud, hein, entre Yaoundé et Douala, et une partie en exil, d'abord dans ce qui était à l'époque dans la partie qui était à l'époque le Cameroun anglais, puis au Soudan, enfin, en Égypte, puis en Guinée. Enfin bref, l'élite dirigeante du parti n'avait évidemment plus le contrôle. Donc ça, ce fut le premier point. Mais ils ont quand même pu, il y a quand même eu une forme d'organisation de type militaire qui s'est mis en place pour non seulement faire face aux agressions répétitives et surtout pour pouvoir en quelque sorte protéger et pouvoir perpétuer en fait le travail d'information, le travail militant et maintenir le projet vivant. Une forme d'organisation militaire précaire, hein, qui s'est fait dans les villages, en forêt, avec ce qu'il y avait comme outils, comme matériel. Voilà, mais d'après ceux qui se sont penchés sur la question, c'était définitivement perdu d'avance pour des raisons assez simples. Hein. Oui, donc on va pas raconter toute l'histoire, donc ça permet d'avoir un peu l'eau à la bouche et le reste, il faut vraiment découvrir en parcourant ce livre qui est, soit dit en passant, très facile à lire. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Il est très facile à lire et euh, et voilà donc le reste de l'histoire et tous les détails très croustillants, ils sont également. Alors le livre a pour titre Oumniobé bien sûr, mais l'invention de la nation camerounaise. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette portion du titre, l'invention de la nation camerounaise?
Oui, alors, merci pour la question. Pourquoi l'invention de la nation camerounaise? Déjà, alors je vais citer Cheikh Anta Diop, en fait, qui dit qu'un peuple n'est pas une population. Un peuple n'est pas une population, ou un peuple n'est pas un agrégat d'individus sans lien. Alors, pourquoi parler d'invention de la nation camerounaise à travers l'œuvre de Oumniobé? Parce que si Oumniobé s'est attelé à une chose, c'est bien à construire ces liens-là. C'est sur la construction de ces liens que repose la victoire de Oumniobé, de Moumié et de l'UPC. L'un des premiers points fut d'avoir suscité au sein de de toute cette population, donc de toutes les nations du Cameroun, un sentiment d'appartenance à une communauté de destin. C'est d'ailleurs il le dira même aux Nations Unies et il le dira assez souvent dans ses interventions il s'agissait en fait, et il s'agit encore de faire comprendre aux uns aux autres que nous appartenons à une communauté de destin, que ce soit sur le plan historique, sur le plan psychologique, sur le plan géographique, et que ce n'est qu'en tenant compte de ces réalités-là et ce n'est qu'en puisant dans ces réalités-là qu'il est capable, qu'on serait capable, qu'on est à même de bâtir un projet viable et un projet dont la vocation serait le bien-être pour tous. Et c'est en cela qu'on peut parler d'invention de la nation camerounaise. Et il fut résolument le premier à porter ce projet-là, le premier à mettre en perspective cette notion, ce sentiment d'appartenance à une communauté de destin et, et voilà, et mettre en avant les éléments qui sont susceptibles de nous unir, notamment le partage des ressources, la question de la langue, la défense de nos intérêts, la défense de nos intérêts communs. Et, et c'est en cela. Et puis, disons-le, autour de son personnage, autour du parti donc qu'il dirigeait, va se forger un mythe fondateur. Et il le dira lui-même avec ces mots, euh, que l'UPC, en fait, est l'âme immortelle du peuple camerounais. Disons, enfin, on peut le comprendre à partir du contexte, mais on peut aussi l'adapter au contexte actuel parce que il ne s'agit pas foncièrement de l'UPC en tant que structure, mais plutôt peut-être il s'agirait plutôt des idéaux en fait ou de l'idéal en fait que portait cette structure politique et c'est en cela qu'elle constitue en fait l'âme immortelle parce que ce qui a été forgé à cette époque continue de porter la nation et a vocation à la consolider si jamais de nouveaux leaders choisissent en fait d'emprunter le chemin tracé par Oumniobé et ses compagnons. Mhm. Un projet pour le bien-être de tous. Ce projet, il ne le verra pas puisque il sera assassiné avant l'indépendance du Cameroun. Assassiné par qui? Le livre est assez explicite sur la question et je laisse les lecteurs découvrir, pour découvrir non seulement les responsables ou au moins la main non seulement la main qui exécute et la main qui ordonne. Donc, c'est assez bien décrit dans le livre. Et sur cette question-là, bien sûr, plusieurs versions circulent. Très peu de versions répondent en fait à toutes les interrogations. Mais
nous nous sommes appuyés sur les divers travaux disponibles et bien sûr sur un recoupage d'informations et les, les responsables, puisque vous posez la question, ben, les responsables sont assez bien identifiés. Et puis bon, j'invite à découvrir dans le livre. Parfait. Alors, on avance en accéléré, et puis arrive le moment de l'indépendance. L'indépendance, donc, sans Oumniobé, quel est votre sentiment sur cette question de l'indépendance? Nombreux vont dire que il n'y a pas eu d'indépendance. Avant l'indépendance, c'est comme après l'indépendance, qu'on est toujours sous le régime d'occupation, mais avec cette fois-ci des blancs à la peau noire, si on peut dire ainsi. Mais quel est votre sentiment sur le sujet de l'indépendance? Oui, c'est une question, c'est un point qui revient assez souvent dans les discussions et même chez certains auteurs. Alors, sur la question de l'indépendance, indépendance achevée, indépendance tronquée, indépendance inachevée. L'indépendance en soi fait partie d'un processus. Fait partie d'un processus est une donnée du temps, qui, bien sûr, qui est susceptible d'évoluer ou de changer au gré des circonstances. Pour être clair là-dessus, l'indépendance en soi n'est jamais achevée. Elle est toujours à parfaire. Pourquoi? Parce qu'au fil du temps, bien sûr, les données démographiques peuvent changer dans un sens comme dans l'autre. Il peut y avoir des variations dans la disponibilité des ressources. Il peut y avoir des changements au niveau géopolitique et ainsi de suite, ainsi de suite. Tout cela pourrait éventuellement mettre en péril une indépendance qu'on croyait acquise et scellée. L'indépendance acquise à l'issue de la lutte d'Oumniobé et ses compagnons est une victoire en soi. Il appartient aux générations actuelles et aux générations futures de la préserver et de la consolider. L'étape, comme il est dit dans le livre, l'étape ultime, enfin l'étape prochaine, la prochaine étape serait d'entamer serait de faire ce que Cheikh Anta Diop appelle la renaissance africaine. Cela voudrait dire qu'il faut considérer en fait l'aspect culturel de l'indépendance, qu'on peut diviser en trois catégories, disons, en trois sous-catégories, notamment l'indépendance politique, qui, disons-le, malgré la tournure que prirent les événements, mais l'indépendance politique qui fut acquise de haute lutte, l'indépendance économique qui a du mal, qui est une réalité, mais qui a du mal à atteindre sa plénitude. Alors, il faudrait compléter ces deux sous-catégories par ce qui pourrait être appelé l'indépendance culturelle. En soi, reprendre possession, en fait, de notre mode de pensée, de notre mode de représentation et d'avoir notre propre paradigme et de définir les choses selon notre propre conception du monde. Et en cela, on s'inscrirait dans la lignée en fait de Oumniobé et de bien d'autres, dont Patrice Lumumba, dont Kwame Nkrumah
et donc Amilcar Cabral. Et donc l'indépendance n'est jamais achevée et il ne faudrait pas que les générations actuelles estiment ou pensent que leur père et leur mère avaient pour mission de leur livrer euh, du fast independence ou du Hmm. dépendance prête à cuire. Ouais. À chaque génération d'identifier les problèmes à régler et puis de se donner les moyens et la peine de les régler. Mhm. Oui, effectivement, se donner les moyens, comme le disait si bien Frantz Fanon, chaque génération doit découvrir sa mission. Et, euh, et donc ici, c'est vrai qu'effectivement que la question donc de l'indépendance, la question donc de son projet pour le bien-être de tous, c'est une lutte de chaque instant, c'est une lutte de chaque génération parce que l'ennemi ne dort pas. Ceux qui sont chassés aujourd'hui peuvent revenir par la fenêtre demain. Et donc, c'est une question de vigilance de tous les instants. Et comme vous l'avez si bien mentionné, c'est donc, il ne suffit pas d'être indépendant politiquement, il y a tous les autres aspects de la société au niveau culturel pour effacer donc les effets des transformations au fil des siècles de la société dont on a parlé au début, pour pouvoir reprendre conscience des enjeux pour contrôler les ressources qui ont été héritées par les ancêtres, parce qu'au fond, au cœur de toute cette histoire tragique, il y a la question donc du contrôle des ressources. Il y a les uns venus d'Europe qui ont construit tout un imaginaire autour de cette question pour justifier leurs actions. Et du côté donc des nations africaines, il y a eu une lutte de chaque instant avec les moyens, chaque génération avec les moyens de son époque pour préserver, pour garder le contrôle exclusif des ressources qui ont été, que nous avons héritées de nos ancêtres valeureux et glorieux. Donc, merci beaucoup à Ndambok de nous avoir présenté votre ouvrage Oumniobé ou l'invention de la nation camerounaise qui est disponible à la maison d'édition Kiikat. Donc, vous pouvez vous connecter sur le site internet de Kiikat, kiikat.com, donc K-I-Y-I-K-A-A-T.com. Il y a un double A. Et quel est votre mot de la fin? Je veux dire par là, quel serait donc pour les Camerounais, puisqu'on parle de l'invention de la nation camerounaise, quels seraient donc pour les Camerounais donc les nouveaux chemins qu'ils devraient explorer pour poursuivre le combat de Mniobé dans l'objectif du bien-être pour tous. Ouais, merci une fois de plus. Merci pour l'invitation. Merci pour cette entrevue. Le mot de la fin à nous-mêmes, hein, à nous tous, Camerounais, Africains, serait de méditer sur déjà l'action ou les actions de ceux qui étaient là avant nous et qui ont tout donné, hein, qui ont tout donné pour que nous soyons là aujourd'hui. Et en deuxième instance, de s'atteler à contribuer un temps soit peu à poursuivre en fait à travailler, à poursuivre l'œuvre en fait de redressement de nos familles, de nos communautés et de nos nations et au-delà du continent. Chacun à son niveau, selon ses ressources, selon ses capacités. Mais que voilà, il faudrait donner un sens à cette existence, à notre existence. Et puis cela passe
par une réappropriation de notre histoire, savoir ce qui s'est passé, savoir que les enjeux d'hier sont ceux d'aujourd'hui. Ils peuvent prendre une forme différente, mais voilà, ils demeurent les mêmes. Et voilà, les nations, les individus comme les nations sont, ça paraîtrait un peu brutal de le dire, mais sont amenés à, voilà, je dirais, vont devoir passer par des phases de conflit, mais le conflit aussi peut être source de prospérité parce qu'il nous contraint, il nous amène à avoir une certaine une remise en cause de l'existant. Il y a une redéfinition d'un projet ou d'un projet qui, voilà, viable et pour notre bien-être et pour le bien-être de ceux qui nous, voilà, de nos communautés, pour la Renaissance africaine. Donc, c'est parfait. Il reste à retenir donc que derrière toute cette histoire tragique de l'animalisation de l'être humain qui a été utilisée pour qui a été utilisée donc par les Européens pour leur projet de pillage des ressources à travers les nations. Il est donc très important donc de savoir que le combat de Oumniobé, ses compagnons et bien d'autres dans le reste de l'Afrique fut, et pour les autres à venir, chaque génération étant confrontée à cela, c'est de garder la maîtrise, le contrôle des ressources qui nous ont été léguées par nos ancêtres pour le bien-être de tous. Alors, bonne lecture pour ce livre très intéressant et passionnant. C'est Nzomba Simanga. Nous sommes le 18 juillet 2017. Vous pouvez toujours nous écrire à omuandu@simanga.com. Merci et à la prochaine.